Derrière moi, c'est l'île de Koshima. À première vue, rien d'exceptionnel. Pas de tribus disparues, pas d'animal rare, pas de conditions extrêmes, juste un petit îlot au large des côtes de Kyushu. Comme beaucoup d'endroits au Japon, l'île accueille en fait une population de macaques et ce sont des primates qui sont tout à fait exceptionnels ici. Sur cet îlot, ils réinventent l'hygiène. Nous sommes en 1948. Le Japon se relève doucement de la Seconde Guerre mondiale et vit sous tutelle américaine. Sur l'archipel nippon, la vie reprend son cours et la recherche scientifique aussi. Parmi cette nouvelle génération de chercheurs, Kinji Imanishi est un écologue qui étudie des chevaux sauvages dans le sud-ouest du Japon et au fil de ses observations, il remarque une vingtaine de singes, des macaques japonais, qui vivent sur une petite île, l'île de Koshima. Intrigué par la diversité des comportements qu'ils arborent, il se décide à changer de sujet d'étude et il lance, sans le savoir, ce qui deviendra plus tard le plus long suivi individuel de singes sauvages dans le monde. Toujours actif aujourd'hui. La colonie de macaques de Koshima est déclarée monument national par le Japon en 1933 et dès 1952, les singes sont approvisionnés en patates douces, histoire de leur rendre la vie plus facile. C'est en septembre 1953 que le petit groupe de chercheurs va être témoin d'un événement en apparence insignifiant. Alors que la fille de Toichi Konchi, qui s'appelle Satsue Mito, marche sur la plage de l'île, elle remarque un jeune singe avec un comportement très inhabituel. Il trempe une patate douce dans l'eau avant de la manger. Satsue Mito en est sûre. Elle n'a jamais vu ce comportement lors de ses nombreuses visites de l'île. Les chercheurs commencent alors à suivre individuellement chaque singe de la colonie qui se voit affublé d'un nom unique. Et le singe laveur de patates est une femelle nommée Imo. Sur l'arbre généalogique, elle est là. Un mois plus tard, c'est au tour de Semushi, un jeune mâle, de se mettre à laver sa patate douce dans l'eau avant de la déguster. 4 mois plus tard, en février 1953, ils sont 4 singes de la colonie à laver leurs patates douces. En 1958, ils sont 17, en 1962, ils sont 36, et à ce stade, les chercheurs en sont sûrs, il se passe quelque chose. C'est que ce comportement étonnant évolue assez vite. En 1956, les singes commencent aussi à plonger les épis de blé dans l'eau afin de séparer les grains plus facilement. Et encore une fois, c'est Imo qui invente ce comportement. À partir de 1958, les singes commencent à laver leurs patates douces, non pas dans de l'eau douce, mais dans de l'eau de mer. Les chercheurs ne comprennent tout d'abord pas trop et il leur faut un an pour y arriver. En 1959, ils observent plusieurs singes qui plongent la patate douce dans de l'eau de mer après chaque bouchée. Comme le sable est totalement enlevé dès la première plongée, il n'y a qu'une seule explication possible. Les singes aiment tout simplement le goût salé sur leurs patates. Toujours en 1959, les chercheurs balancent des cacahuètes dans la mer, au bord de la plage, afin d'inciter les singes à se jeter à l'eau pour les récupérer. Bien que les macaques japonais ne rechignent pas en général à prendre des bains, ceux de l'île de Koshima n'y vont jamais. Jusqu'à ce qu'une femelle de 2 ans, qui s'appelle Ego, ne saute à l'eau et 3 ans plus tard, c'est 60% de la colonie qui prend des bains, même pas que pour prendre des cacahuètes d'ailleurs. On a longtemps considéré la culture comme l'apanage de l'espèce humaine, en la définissant comme la capacité à créer des tableaux de maître, du chant diphonique, ou quel que soit le nom de ce genre d'atrocité. Ce qui la rendait donc par définition typiquement humaine. Mais d'un point de vue éthologique, qui s'intéresse au comportement des animaux, une culture, c'est la propagation d'un comportement entre générations par transmission ou apprentissage social. C'est tout. Chez les macaques de l'île de Koshima, les 3 étapes de l'établissement d'une culture sont clairement identifiables. Et la première, c'est l'émergence. Imo a introduit une innovation originale, le lavage des patates douces. Aucun singe ne le faisait avant elle. La seconde, c'est la propagation. Sa mère, ses frères et ses sœurs copient le comportement d'Imo. Petit à petit, de plus en plus de singes reproduisent le geste. La troisième, c'est la modification. Après l'eau douce, les singes plongent leurs patates dans de l'eau de mer. Puis, ils lavent d'autres aliments qu'ils trouvent sur la plage et au final, ils se jettent carrément à l'eau. Un peu comme l'évolution des caractères biologiques qui fonctionnent avec des mutations qui apparaissent spontanément et qui se transmettent de génération en génération, cette évolution-là est cumulative. Les progrès suivants se reposent sur les innovations précédentes. Kaluchwa est un terme japonais introduit par Kinji Imanishi. Il peut être traduit par préculture. Sa découverte sur l'île de Koshima ouvre le champ à une grande quantité d'études, dont le but est de déceler des traces de préculture chez les primates. Chez les chimpanzés, près de 40 comportements, comme l'utilisation d'outils, l'alimentation, les jeux ou même la mode, varient de région en région.
juste parce que les populations ont des cultures différentes. Et certaines pratiques culturelles, comme le cassage de noix, laissent des traces jusque dans le registre archéologique, parce qu'elles sont pratiquées depuis des milliers d'années. La culture de certains animaux laisse des traces archéologiques. Et en fait, la recherche de ces dernières années montre que ça ne se limite même pas aux primates. Pareil, les baleines ne chantent pas de la même façon suivant leur lieu de vie. Et des chercheurs se sont aperçus qu'après l'arrivée de quelques individus venant de l'océan Indien, toutes les baleines de la côte pacifique australienne avaient drastiquement changé de chant, reproduisant celui de l'océan Indien en quelques années seulement. Autre exemple, les colonies de ratopnus ont des accents et les individus changent d'accent lorsque la reine est remplacée. On retrouve aussi ça sur les techniques de chasse. Par exemple, la technique de la prison à bulles chez les baleines entoure un groupe de poissons avant qu'elles ne se jettent dessus la gueule ouverte. Et en 1980, un individu a ajouté un gros coup de nageoire à toute la chorégraphie pour désorienter encore plus les poissons. En 27 ans seulement, les chercheurs ont vu ce comportement se transmettre à plus de 600 individus. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Dans une étude de 2015, des chercheurs se sont amusés à montrer à deux mésanges comment ouvrir une boîte contenant de la nourriture avec une action précise. Ils ont ensuite installé les mêmes boîtes dans une population sauvage et y ont lâché les deux mésanges. Au bout de seulement quelques mois, 3/4 des mésanges de la population savaient ouvrir les fameuses boîtes. En fait, la liste concerne aussi les insectes. Lors d'une expérience, des chercheurs ont appris à un bourdon à tirer une petite corde afin d'accéder à de la nourriture. Après un apprentissage long et avec de multiples étapes, ils ont lâché le bourdon dans sa colonie d'origine avec de nombreuses boîtes à nourriture aux abords. En quelque temps, tous les bourdons tiraient la corde des boîtes sans avoir bénéficié de l'apprentissage séquentiel du premier bourdon. Bref, tout un champ d'études avec des résultats incroyables qui a en partie commencé ici, sur l'île de Koshima. Le 21 mai 1972, Imo meurt à l'âge de 20 ans. Elle est probablement l'un des singes les plus cités de toute la littérature scientifique et elle est probablement plus célèbre que pas mal d'humains. Elle a laissé un héritage énorme pour sa colonie. Aujourd'hui, l'île est peuplée d'une centaine de singes, tous nommés et suivis par des chercheurs, et ils lavent tous leur nourriture à l'eau de mer et ils se baignent. Le plus intéressant, c'est qu'ils ne savent pas d'où vient cette habitude. Ils ont vu leur mère le faire, alors ils le font. Ils ne savent pas que tout ça vient d'une lointaine ancêtre qui a eu un peu plus de créativité que tous les autres pendant un mois de septembre 1953. Ils ne peuvent pas le savoir parce que les macaques japonais n'ont pas de tradition orale ni d'écriture, deux techniques qui permettent de transmettre une information bien plus efficacement que la simple imitation. Deux techniques que l'humanité possède, et ce qui explique probablement une partie de notre évolution culturelle incroyable. Et pourtant, nous devons nous aussi notre culture à des ancêtres très lointains. Cette personne, même pas encore du genre Homo, qui s'est dit que taper deux pierres l'une contre l'autre était probablement une bonne idée pour faire un objet plus tranchant. Ou celle-là qui s'est approchée d'un feu de brousse, probablement causé par un orage, il y a plus d'un demi-million d'années, afin de ramasser une branche enflammée pour se réchauffer, faire fuir des animaux ou prolonger la lumière quand la nuit tombe. Ces gens anonymes qui ont été copiés par leurs proches et qui ont fait avancer l'humanité plus que toutes les figures illustres de nos livres d'histoire, ce sont en quelque sorte des Imo de l'île de Koshima.